Bonjour à tous, donc aujourd'hui, fini le blabla, on va directement intégrer, j'ai envie de dire, l'enregistrement comptable, c'est-à-dire qu'on va assister à la création d'une entreprise. Comment passe-t-on des statuts de l'entreprise, c'est-à-dire la partie juridique du montage d'une entité comptable, je dirais à la partie comptabilité financière. Comment les statuts donnent naissance au premier bilan. Alors évidemment, pour avoir une comptabilité, il faut une source. Donc la source est donnée par les statuts. Les statuts, c'est ni plus ni moins, je dirais, la rédaction du contrat primaire qui permet à des associés de décider de mettre des ressources en commun pour répondre à l'objet social de l'entité. L'objet social étant qu'est-ce qu'elle va faire, son métier. Bien entendu, cet objet social, il est borné. Est-ce qu'elle va faire de la formation? Est-ce une entreprise industrielle, une entreprise commerciale? Service éventuellement. Et ensuite, eh bien, il faut qu'ils désignent leurs apports respectifs. Dans l'exemple que je vous montre, 7 associés créent une ESA, c'est-à-dire une société par action. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle des actionnaires. Si c'était des parts sociales, on les appellerait des associés. Donc, un actionnaire va apporter un brevet d'une valeur de 300 000. Un autre actionnaire va apporter un terrain pour une valeur de 150 000. Un troisième va apporter des titres d'une société pour une valeur de 450 000. Ces titres représentent, alors je le donne parce que ça va être important, mais j'y reviendrai, 25% du capital de l'entreprise qui est visée. C'est-à-dire qu'au fond, il y a un actionnaire qui détient des actions d'une société. Il a décidé d'en faire un apport à l'entité comptable, qui deviendra de facto propriétaire d'une partie du capital de cette société. Un quatrième actionnaire apporte des stocks. Stock de marchandises pour une valeur de 150 000 et stock de matières premières pour une valeur de 350 000. Un cinquième actionnaire apporte une construction d'1,2 million, 1,2 million €. Par contre, il n'a pas fini de la financer. Autrement dit, s'il apporte la construction pour 1,2 million, il va apporter aussi la fin de son endettement. Autrement dit, il va apporter, j'ai envie de dire, le reste de son emprunt qui bien sûr, alors évidemment, si l'emprunt faisait la valeur de l'IMO, il aurait un apport nul. Il faut donc que l'apport soit, du moins la construction, ait une valeur supérieure au montant emprunté. Ce qui est le cas. Attention, son apport en patrimoine, ça sera la différence entre 1,2 million et 650 000. Le sixième apporte une enveloppe de créances clients, c'est-à-dire des clients qui lui doivent des sous, donc il met en apport des créances clients pour une valeur de 650 000. Et enfin, un septième actionnaire apporte de l'argent liquide. Il apporte un chèque 200 000 et il apporte carrément, alors ce n'est pas tellement représentatif, ce n'est pas tellement possible dans la réalité, mais admettons qu'il apporte directement des billets de banque pour une valeur de 50 000, ce qu'on appelle nous de l'argent liquide. Comment? Alors évidemment, toutes ces valeurs-là, le comptable ne doit pas les challenger. Ces valeurs sont inscrites dans les statuts, c'est donc les actionnaires qui les ont valorisées. Le comptable n'a pas à challenger si le terrain de 150 000 vaut 150 000. Il n'a pas à challenger si les stocks de marchandises valent 150 000 ou pas. Là, le comptable n'a pas cette ambiguïté subjective de valoriser l'apport dans les statuts. Il prend les statuts et il va les incorporer dans le document comptable bilan. C'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, pour l'actionnaire qui a apporté le brevet de 300 000, le brevet trouve sa place naturellement dans les incorporels. Pourquoi? Parce qu'un brevet, c'est un actif, alors attention, non négligeable dans bien des cas. Si j'étais dans un labo pharmaceutique, c'est probablement les brevets qui apportent le plus de valeur. Pfizer, qui est un grand labo pharma, est valorisé principalement avec ses incorporels. Au fond, on a parlé longuement du Viagra pendant, je crois, pas loin d'une décennie. Le Viagra faisait partie principalement, c'était la valeur de Pfizer, c'est-à-dire que la valorisation presque boursière de Pfizer tient presque parfois à quelques pépites comme certaines molécules qui vont se vendre, mais comme des petits pains, je dirais, dans toutes les pharmacies. Petit pain, c'est peut-être pas bien choisi. Ensuite, le second actionnaire apporte, lui, le terrain. Alors, le terrain,
c'est un actif long terme. Un actif long terme et avec une vraie structure, je dirais, physique. Donc il est tout à fait normal que ce terrain aille se ficher dans les actifs corporels de l'entreprise. Celui qui apporte des titres, eh bien, de manière très intuitive, vous, qui me regardez, vous les auriez mis dans les actifs financiers parce que ce sont des actions. Et être propriétaire d'un titre, c'est tenir une part du capital d'une autre entreprise. C'est donc naturellement un actif long terme financier. Long terme, pourquoi? Parce qu'on n'achète pas un quart du capital d'une entreprise comme ça. Quand on achète 25% d'une entreprise, c'est que véritablement, on cherche à s'immiscer dans la gestion de l'entreprise. C'est pour ça qu'on peut naturellement le qualifier comme un actif long terme, j'ai envie de dire non spéculatif. Celui qui apporte les marchandises et les matières premières, eh bien naturellement, nous avons la case pour réceptionner ces marchandises et ces matières premières en stock. Ce sont des apports naturels, classiques en entreprise, qui consistent à apporter tout ce qui va nous permettre de commencer à commercialiser les marchandises ou les matières premières qui vont se transformer en produits finis. Celui qui nous apporte la construction d'1,2 million, au fond, il ne nous apporte pas 1,2 million. Il nous apporte 1,2 million, mais attention, il nous apporte un complément d'endettement. Ce complément d'endettement fait apparaître que son apport n'est que la différence entre la valeur apportée et le pool de dette qui nous apporte. Donc la différence fait le véritable apport. Les créances clients, naturellement, rien que le nom indique leur emplacement. Donc créances clients se situe dans nos créances. Alors attention, le titre créance est un terme générique. Il peut y avoir des créances clients, mais aussi des créances sur l'État, si l'État nous doit des sous, etc., etc. Enfin, le dernier apporteur nous apporte de la liquidité. Donc lui, il nous apporte de l'argent sous forme, j'ai envie de dire, scripturale, la caisse, l'argent liquide pur, mais aussi il nous apporte un compte bancaire qui va être à la disposition de l'entreprise pour payer quoi que ce soit. La valorisation complète de ces actifs, elle va être transposée ici, dans le compte capital. Le compte de capital va donc apparaître pour la différence entre 3,4 millions et 650 000. C'est le véritable apport effectué à l'entreprise. À ce moment-là, on peut se poser quelques questions. La première, c'est est-ce que le capital a une raison de bouger dans la vie de l'entreprise? Officiellement, jamais. Le capital, une fois qu'il est inscrit et qu'il correspond au statut, est immuable. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, par dérogation, par décision expresse des assemblées générales, souvent extraordinaires, ne pas décider d'augmenter le capital, voire dans des cas exceptionnels, on le verra, réduire le capital. Mais officiellement, sans décision prise à des majorités très élevées d'assemblées générales extraordinaires, le capital ne bougera jamais. Par contre, de quoi est-il représentatif ce capital? Eh bien, ce capital, au fond, il nous permet de faire un camembert qui va nous permettre d'attribuer les différents pouvoirs de décision que possède chacun des apporteurs. Par exemple, le brevet, celui qui a apporté le brevet, il a apporté 300 000, ça va lui permettre d'avoir un pourcentage de pouvoir, c'est-à-dire un pourcentage de capacité à imposer ses vues lors de la gestion de l'entreprise. Ça va lui permettre aussi de pouvoir avoir une quote-part du bénéfice une fois que celui-ci sera transformé en dividende, c'est-à-dire qu'il aura une rétribution proportionnelle à ce fameux pourcentage. En règle générale, quand on a un capital comme celui-là, on donne un nombre d'actions. Alors par exemple ici, imaginons que la valeur nominale de l'action soit de 100 €. Ça veut dire concrètement que nous avons 27 500 actions à 100 €. Eh bien, ces 27 500 actions vont se partager. Alors, imaginons que l'apporteur du brevet a apporté 300 000. Eh bien, lui, il dispose de 3 000 actions, c'est-à-dire un nombre d'actions proportionnel à son apport. Autrement dit, le capital se construit en un volume d'actions que multiplie une valeur nominale, c'est-à-dire le prix de l'action. Donc le prix de l'action à la création de l'entreprise, c'est la valeur indiquée dans les statuts, c'est-à-dire la valeur nominale. Et
si on faisait une petite parenthèse ici, les capitaux propres à ce moment-là, la valeur dans l'entreprise, c'est bien 2 750 000. Si je dois dire combien vaut ma boîte à ce moment-là, elle vaut 2 750 000. C'est le patrimoine de l'entreprise, c'est sa richesse. Telle est la transformation des statuts via la mécanique comptable de l'enregistrement au bilan.